Bonjour à tous. Alors, nous sommes honorés d'accueillir le professeur Béatrice Berceau, chef de service du laboratoire de bactériologie des hôpitaux Saint-Louis-la-Riboisière, et qui va nous faire une présentation sur les enjeux de l'automatisation dans un laboratoire de bactériologie en partenariat avec Biomérieux. Je me présente, Lionel Baran, biologiste libéral en Alsace et président du syndicat national des biologistes médicaux. Notre syndicat représente aussi bien des biologistes du secteur privé et public que des internes. Et cette session est pour nous essentielle puisque nos objectifs prioritaires est précisément d'unir les forces des biologistes de ville et d'hôpital, de garantir l'indépendance du biologiste dans son exercice et dans le choix de son matériel, et de mettre en lumière l'importance du biologiste médical dans la chaîne de soins. Avec 70% des diagnostics basés sur les résultats d'examen biologiques, nous sommes au carrefour des spécialités, des autres disciplines, et nous avons des enjeux colossaux sur l'innovation biotechnologique pour conserver ce positionnement central dans le système de santé. La crise Covid a permis aux biologistes d'être mieux connus et reconnus. Nous devons désormais transformer l'essai tant auprès du grand public que des tutelles, et notamment grâce au perfectionnement de nos paillasses et aux initiatives telles que celles portées par le professeur Berceau. Alors, d'un point de vue pratique, vous pourrez poser vos questions durant cette session. Vous avez un petit bouton point d'interrogation, normalement, par lequel vous pouvez poser ces questions. Attention, vous ne pourrez pas poser les questions via le chat, c'est bien par le point d'interrogation, et nous les collecterons pour que le professeur Berceau puisse y répondre à la fin. S'il y a trop de questions, nous tâcherons d'y répondre éventuellement à la fin du webinaire dans un second temps. Voilà, j'ai tout dit. Donc, professeur Berceau, c'est à vous et je souhaite un excellent webinaire à tous. Merci beaucoup, monsieur Baran. Bonjour à tous et je suis ravie de partager avec vous mon expérience sur l'impact de l'automatisation dans nos laboratoires. Donc, je vais parler de notre modèle à l'hôpital Saint-Louis. Donc, je suivrai ce plan, la présentation du modèle, le dimensionnement, l'impact sur l'organisation du laboratoire, la gestion au changement, la mesure de l'efficience du projet, le retour d'expérience et l'importance du service client. Donc tout d'abord, en fait, on avait un projet qui était basé sur l'implantation d'un nouvel hôpital, donc un gros budget à la Riboisière, et il fallait délocaliser en fait le laboratoire de la Riboisière pour la fin 2018. Donc il a fallu fusionner les deux secteurs de bactériologie de Saint-Louis et de la Riboisière. C'est 3 hôpitaux distants de 2 km au cœur de Paris. Il y a à peu près 1500 lits, 150 000 passages aux urgences, beaucoup de consultations et 5 réanimations. Donc, ça a demandé en fait beaucoup de travail, beaucoup de temps, 3 ans à peu près, 50 réunions avec les audits de direction, les cliniciens, les microbiologistes et les techniciens. Il fallait apprécier le dimensionnement des besoins. On a eu la chance d'être accepté dans des visites de sites qui étaient déjà fusionnés, comme à Lyon, comme à Saint-Antoine, à Cochin, chez les collègues. Donc, ça nous a permis finalement de prendre l'ampleur du projet dès le départ et donc de créer un nouveau laboratoire qui était sur la plateforme de Saint-Louis. Donc, en lien étroit avec des plateformes de génomique qui étaient en fait à créer également sur le site. Donc, on a finalement accueilli l'activité de la Riboisière, 90% de l'activité, en laissant, ce qui est intéressant, un point of care où il y a 10% d'activité et on fait finalement dans ce point of care, on ne réalise que des prélèvements en fait urgents du J0 en fait. Donc, tout ça, ça a demandé beaucoup d'études de surface, de localisation, et il faut savoir qu'on a transféré l'activité au moment du Covid, c'est-à-dire qu'en mars, on intégrait le nouveau laboratoire et on recevait l'activité en juin 2020 de la Riboisière. Donc, beaucoup de challenges et beaucoup de difficultés, mais finalement, un résultat que je trouve super intéressant. Donc, le prérequis
pour créer tout ça, ça a été de créer une nouvelle réception. En fait, on avait une vieille réception à Saint-Louis avec finalement peu d'ergonomie de travail. Il a fallu finalement dimensionner le projet pour avoir fait une réception spécialisée en microbiologie. Donc ça, c'est important de ne pas prendre une réception où les agents ne connaissent pas bien la microbiologie. Donc ça, on a gardé nos anciens agents. On a des pneumatiques qui permettaient l'arrivée de centralisation à cet endroit-là à Saint-Louis. Le pneumatique ne venait pas de la Rivoisière. Et on a augmenté les postes de travail pour les ranges d'enregistrement. Il faut savoir qu'à la réception, ils ont aussi la capacité maintenant de charger les automates d'hémoculture. Donc ça, c'est pour Saint-Louis. Pour la Rivoisière, finalement, on a une réception polyvalente, un pneumatique qui arrive des services de soins, un équipement de chaque prélèvement qui arrive pour garder la traçabilité et un envoi à ce moment-là à Saint-Louis. Ils chargent aussi les virtuos sur place. Donc, l'originalité du système, en fait, ça a été de proposer dans un modèle public, ce qui n'était pas classique, une structure privée. C'est-à-dire qu'on a transporté les prélèvements par, vous voyez ici le jeune homme qui en fait, transporte les prélèvements dans un vélo cargo. Donc, il y a un vélo cargo qui fait la navette tous ces 2 km, donc ça fait 8 minutes, et qui nous amène les prélèvements à Saint-Louis. Donc, on ne pouvait pas en fait se baser sur le public pour ça, et on a utilisé une société privée pour garantir en fait un envoi finalement toutes les heures, qui nous permet de ne pas avoir de problème d'arrivée de tubes. Donc ça, c'était important. On a restructuré l'architecture locale. Donc, on a fait 3 phases. Une première phase de bactériaux, une phase de virologie et de parasitologie avec la BM. Donc là, en rouge, c'est la bactério. La réception est tout proche du J0. Et ensuite, c'est une marche en avant avec le J0, J1, J2. Donc, on a choisi une situation à proximité de nos réceptions. Alors, l'implantation, il faut de la place. Quand on automatise, même dans des laboratoires où c'est petit, parce que c'est pas beaucoup de place, à Paris, ça coûte cher le mètre carré, donc il a fallu quand même pousser les murs et faire une pièce de 80 mètres carrés au minimum. On a choisi d'avoir en fait des WASP en backup, 2 WASP, 2 étuves intelligentes et la possibilité d'avoir une extension pour une 3e étuve. Alors, quand on automatise, il faut dimensionner le projet. Et donc, contrairement à ce qu'on voit dans le privé, où il y a vraiment beaucoup d'arrivées de prélèvements de type urinaire, on a vraiment, comme vous voyez sur ce tableau, une diversité des prélèvements, avec tout de même 25% d'urine, 25% de BMR, et tout le reste, c'est vraiment des prélèvements divers. Donc, on ne pouvait pas uniquement automatiser. Il fallait garder l'expertise du J0 manuel. Et donc, ce qui est facile à automatiser, et qu'on a déjà automatisé, c'est urine, BMR, hémoc cutané, PV et génital. Le reste, c'est en cours. Et on a regroupé finalement 20% de la Rivoisière, 50% de Saint-Louis. Excusez-moi. C'est live. Alors, avant la automatisation, on avait en fait une réception. Donc là, on est dans l'hôpital public avec du 7 jours sur 6 pour les agents de réception. Ça fermait à 15h30. Et finalement, on a obtenu d'avoir une réception avec du 7 jours sur 7. On ferme à 18h au niveau de l'enregistrement et ils chargent les flacons d'hémoculture. Donc ça, c'était une grosse bataille avec finalement un passage en CHCT, un combat pour les changements d'horaire, mais on est arrivé au bout de 2 ans. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Pour les techniciens, on avait le challenge d'opposer 2 types de structures. À Saint-Louis, des personnes qui travaillaient en J0 manuel avec J1, la même personne faisait ça, et les antibiogrammes étaient centralisés. Pour la Rivoisière, on était en J0 et les techniciennes faisaient du J1, J2. Ils avaient peu d'expertise dans le broyage à Saint-Louis. Donc, on est arrivé à proposer un système en J0 automatisé avec 4 personnes qui font J0 automatisé et manuel, 2 de chaque côté, et un J1 en ce qui reste en secteur médical, ce qui est important, vous allez voir ensuite. Les antibiogrammes sont centralisés sur 2 personnes. Les hémocultures ont fait du J1, J2, J3 et on a gardé nos expertises, notamment un circuit hyper spécialisé dans le secteur os avec des broyages à vie.
Donc, ça donne 9 postes à Saint-Louis, 9 postes à Lavoisière et finalement 17 postes sur un site. Donc, on a finalement une expertise sur la bactérioclastique sur 10 postes, en J0, J1, J2. On a des postes de garde et des postes sur les hémocultures et l'os. Et on a, ce qui est intéressant, pérenniser un poste de BM qui n'existait plus à un moment donné à Lavoisière parce qu'on n'avait pas l'effectif suffisant et réussir à ouvrir un poste de séquençage du génome des bactériens. Donc, finalement, de l'expertise et peu de pertes parce qu'on a restructuré. Donc, l'automatisation, pour moi, c'est un gain de productivité, mais pas au détriment de la réduction d'effectifs. Et on a redéployé 2 postes. On a transformé. Alors, pourquoi c'est important de rester en secteur médical? Selon mon point de vue, c'est que chaque secteur, en fait, c'est une technicienne, un interne, un senior. Et donc, ça a un impact majeur sur la formation universitaire de nos jeunes. Et donc, ça, c'est important parce qu'on peut former des jeunes biologistes dans la structure, qu'ils aillent ensuite à l'hôpital ou dans le privé. Et il y a un vrai contact et un vrai lien où le technicien, le senior, l'interne apprennent au contact de chacun. Ça n'aurait pas été pareil si on avait fait un travail il n'y a qu'un secteur finalement pulmonaire, un secteur urine, un secteur. Parce que en fait, le même biologiste va s'adresser à 5 techniciens différents. Donc c'est plus compliqué. Alors, la gestion du changement. Il y a des enjeux majeurs dans une fusion et ce que j'ai rencontré moi, c'est finalement, il faut expliquer le projet au corps médical, à la direction. Il faut conserver l'expertise technique en fidélisant les anciens techniciens. On ne va pas les remplacer, hein, on va les garder. Il faut rassurer, et le rôle du cadre est important, et il ne faut pas rester isolé, et pour ça, les industriels sont importants. Alors, comment on explique le projet au corps médical? Il faut finalement leur transmettre une information constante sur la modernisation de nos outils parce qu'ils ne comprennent pas toujours en fait qu'est-ce qu'on est en train de moderniser. Ils se demandent s'ils vont avoir l'antibiogramme en 2 heures au lieu de l'avoir en 24 heures. Donc il faut leur expliquer au fur et à mesure ce qu'on fait. Il ne faut pas les changer finalement parce que rendre des résultats tout le temps c'est difficile pour eux. Il vaut mieux éviter de changer les habitudes et leur rendre le résultat au moment où ils en ont besoin, au moment où ils sont dans leur service de soins vers 13h, 14h. Il faut absolument, quand on fusionne, gérer le préanalytique pour que l'hôpital, chez qui, enfin là où il n'y a plus la bactério, ne se retrouve pas défavorisé et ne pas accepter un retard d'enregistrement de prélèvement de l'autre site. Et il faut conserver surtout, et ça c'est un message pour les jeunes biologistes, notre rôle de biologiste. C'est-à-dire qu'on est là pour être près des cliniciens et rester à leur écoute. Donc, effectivement, avoir un rôle de conseil, c'est important et on a gardé 7 staffs clinico-biologie. On a 3 staffs à Saint-Louis et 4 staffs à Lavoisière en présentiel. Donc, ce qui est important parce que ça nous permet de s'améliorer au quotidien également. Discuter avec les directions, c'est important pour moi aussi parce qu'on ne peut pas en fait avancer sans argent et c'est eux qui finalement vont nous aider à avancer dans notre projet. Donc, expliquer l'impact du changement, pourquoi finalement il faut nous donner de l'argent parce qu'on va avoir des résultats de qualité, on va gagner en productivité et en traçabilité, on va améliorer les procédures d'accréditation parce qu'en fait, quand on a une seule étuve qui est disponible pour la métrologie, ben, on ne va pas avoir 4 étuves à surveiller, on en a une seule. Mettre en avant la nécessité d'être regroupés. Alors ça, on l'a senti avec le Covid parce que finalement, on a une masse critique de techniciens. Si on en a 9, qu'il y en a 2 qui sont malades et 1 qui est en vacances, ça devient difficile. Donc, enfin là, je parle de l'hôpital, mais il faut rester finalement compétitif avec la possibilité d'avoir une masse critique pour prendre des vacances, pour ne pas avoir de problème quand il y a des grosses pandémies comme on a eu. Avoir le soutien des cliniciens, c'est important pour discuter avec la direction. S'ils ne comprennent pas, ils ne soutiennent pas. Et rester très prudent. Et donc ça, j'ai été très prudente sur le rendu des postes parce qu'on a besoin de tout le monde quand on réalise ce changement. On a besoin de paramétreurs, on a besoin de gens qui accréditent. Donc, il faut pas rendre de personnel. Il faut expliquer pourquoi on ne les rend pas. Donc, dans la
gestion du changement, il faut conserver les biotechniciens. Et ils sont vraiment importants. Et c'est eux qui apprennent aux jeunes techniciens. Donc, fidéliser les anciens, rassurer, dialoguer, leur dire qu'on ne va pas les remplacer par des machines, mais qu'on va les aider en leur donnant des nouvelles machines. Et impliquer dès le début, et donc dans le choix de la chaîne, on a impliqué dès le début 5 techniciens, pas trop, mais pas trop peu non plus, pour qu'ils puissent choisir également. Et il faut un technicien ou 2 référents en informatique, parce que ça, c'est très important quand on automatise. Le cadre. Notre cadre avait fait un master de conduite au changement, donc elle a pu en fait se rendre compte quel type de technicien était favorable, quel type était finalement on regardait et quels obstacles il y avait au changement. Et on a paradoxalement peu de techniciens, 1 ou 2, qui ont été en fait un petit peu réticents au changement, mais qui s'y sont mis. Donc, beaucoup de communication et de réunions avec l'équipe tous les 15 jours au minimum. Donc là, vous avez un rôle majeur des industriels, et là, je tiens vraiment à remercier bioMérieux, parce que vous avez ici Audrey qui est en photo et Monsieur Pio qui est ici. Ces 2 personnes qui ont été vraiment importantes et qui ont été remerciées par l'équipe parce qu'ils nous ont aidés à conduire le changement, à avoir des réunions régulières tous les 10 jours pour faire un point d'étape. Et ce point d'étape, même si on n'avait pas avancé, nous permettait en fait de fixer l'objectif qui était l'automatisation finale, et ça a bien rythmé le projet. Donc vraiment, ils nous ont amené aussi les compétences avec Glimpse, avec Copan, et il y avait une interaction importante avec nos experts informaticiens et la prise en main avec WeLink à distance qu'on a mis en place à la PHP, ce qui n'était pas simple non plus. Donc il fallait aller chercher les grosses dans la structure et les personnes qui pouvaient débloquer finalement des gros éléments au niveau informatique. Donc, ça, c'est pour vous montrer une diapositive de bioMérieux avec le collectif en fait pluridisciplinaire, client bioMérieux et l'éditeur Glimpse du SGL, la gouvernance, le planning, un plan de ressources et tout ce qu'il faut faire au niveau du chantier. Donc, in fine, en fait, on a finalement beaucoup de gains. On a beaucoup de gains, on a beaucoup plus de techniciens qui travaillent ensemble, on a des postes qui ont été transformés pour le NGS. On a gagné des agents de réception, on a des réactifs qui sont mutualisés pour l'accréditation, une masse critique de techniciens et finalement plus de traçabilité des images, pas de perte de boîte. Donc on augmente aussi en qualité de rendu et un gap de temps qui est vraiment immense au moment de l'ensemencement. Donc on va mettre maintenant l'intelligence artificielle qui va nous faire gagner aussi au corps du temps, mais tout ça on peut le réinvestir dans autre chose. L'hôpital a perdu un peu d'argent sur le coût des vidéocargos, sur finalement, nous, on a perdu un cadre et une secrétaire, mais c'est un peu de choses parce qu'il a fallu rendre 2 postes. Alors, le modèle que je vous présente, c'est un modèle qui est vraiment un modèle de structure sur une 500 lits. Il y a du communautaire, il y a du hyper spécialisé avec beaucoup de cancers à Saint-Louis. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'on a fait. Attention aux très grosses fusions parce qu'on peut avoir une perte en qualité d'interaction avec le clinicien. Dans ce modèle, il faut vraiment mettre au centre les référents informatiques sur la faisabilité du projet. Ils ont été vraiment importants, donc qu'ils soient à la fois biologistes ou à la fois techniciens, il faut vraiment des gens qui s'y mettent à fond au niveau informatique. Et puis, il faut arriver à capter Glimpse qui sont difficiles à capter parfois dans ces moments difficiles de Covid. Des industriels, il nous faut une réactivité du service client, un circuit VIP 7 jours sur 7, c'est sympa et on l'utilise beaucoup. Le grand atout de bioMérieux, vraiment, pour moi, c'est ils connaissent bien la bactériologie, on les connaît depuis longtemps, ils connaissent les laboratoires, il y a une hotline et il y a un vrai contact humain, une personnalisation, une disponibilité. Donc moi, j'ai ressenti ça dans notre automatisation et donc voilà, c'est ce que je vous transmets. Maintenant, il faut vraiment une réactivité du circuit lors des appels. Donc, on leur a fait remonter tous ces points-là qu'ils ont en mémoire. Avec, on a déjà eu des pannes à 9 h du matin. On a besoin d'une réactivité parce que si il n'y a rien de fait à 11 h du matin, toutes les boîtes sont dans les études, on ne peut pas les sortir. Donc, finalement, ils ont compris aussi l'importance de pouvoir sortir rapidement les boîtes et d'avoir une procédure dégradée pour le travail.
Donc, tout ça, c'est ma diapo de synthèse qui est tirée de ce que dit Olivier de Valder, donc sur l'évolution de nos laboratoires en microbiologie. On a eu la spectro de masse il y a 10 ans, les panels syndromiques sont arrivés il y a quelques années, on a maintenant les automatisations, les robotisations, et on a une nouvelle organisation de laboratoire à trouver. Moi, je vous ai présenté ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la mixité de tout ce qu'on avait avant et de ce qui arrive maintenant. Il faut tout prendre, mais il ne faut pas oublier de garder certains éléments qui nous font gagner en termes de qualité pour le patient. Et donc, voilà, toute l'équipe, je voulais remercier, en fait, déjà, je vous remercie d'avoir écouté pour ce webinaire. J'espère que je vous ai apporté certaines choses pour vos choix à faire. Toute l'équipe de bactériologie, l'équipe travaux, l'équipe biomérieux, l'équipe LIMS, informatique et Copan donc, nous ont aidés dans la réalisation de ce projet. Et voici une photo qui vous montre que finalement, on a travaillé dans une très bonne humeur et ça n'a pas été pénible, ça a été même très passionnant pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, professeur Berceau, pour cette présentation riche. On voit effectivement l'importance d'avoir des biologistes médicaux dans la chaîne des soins, même si de temps en temps, notre travail reste un peu dans l'ombre. Tous les cliniciens ne sont pas au courant de tous les choix que nous faisons pour eux, pour leurs patients. Donc, c'est bien de pouvoir illustrer votre expérience comme ça. Alors, quelles questions nous pourrions avoir? Alors, j'ai eu quelques retours qui disaient que vous aviez fait une très belle présentation. J'ai pas eu de questions. Je vous remercie. Je vous en prie. Et on a une question alors, sur les choix, notamment concernant la PCR. On le voit actuellement, on est sur des technologies, je ne sais pas si on peut dire disruptives, mais qui modifient profondément notre exercice. Vous avez parlé de la spectro de masse, vous avez parlé de la PCR, on a bien sûr les cultures classiques. Qu'est-ce qui a motivé vos choix? Je pense notamment pour la PCR. Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à la culture classique? Je m'explique. Dans la PCR, on a énormément d'avantages en termes de sensibilité, de spécificité. En revanche, on peut de temps en temps, comme on a des panels, même en multiplex, qui sont restreints, on peut avoir des pathogènes qu'on ne retrouve plus. Je prends des exemples, alors même de bactéries, par exemple, qui ne sont pas spécialement pathogènes, mais qui peuvent, dans certains cas, provoquer une pathologie, la Klebsiella oxytoca dans certains cas, Apnea alvéi dont la place n'est pas bien précisée. Or, les PCR ne détectent pas ces pathologies. Comment est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. On a la même chose pour la parasitologie, par exemple. On a aussi la PCR qui détecte des fois des très faibles quantités de bactéries. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'est pathogène, pas pathogène. Là, en général, on a besoin de la clinique pour nous aider. Comment est-ce que vous avez fait ces choix-là entre PCR, culture? Qu'est-ce qui vous a orienté? Alors c'est une très bonne question, hein, vraiment, merci d'avoir posé. J'ai choisi de présenter plutôt l'automatisation de la bactérie classique. Maintenant, le choix des PCR, en fait, elle dépend des panels, en fait. Panel méningite, par exemple, on a depuis longtemps et on a évalué qu'une meilleure prescription permettait de gagner en termes d'intérêt du panel. C'est-à-dire que si on a panel si on a une bonne prescription, on a supérieur à 10 leucocytes et qu'on le fait en systématique, c'est plus facile que si on le met sur tous les prélèvements en fait. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire et ce choix il dépend de chaque panel. On ne peut pas raisonner sur je vais faire de la PCR multiplex sur tout, on choisit chaque spécimen, on choisit pulmonaire. Prélèvement pulmonaire, par exemple, on s'est bien rendu compte au moment du Covid, on n'avait plus d'examen direct parce que les cytospines, ça nous entraînait des problèmes de contamination en fait des techniciens, hein, parce qu'on ne pouvait pas mettre les cytospines sous vote. Donc on a fait plus de PCR syndromique pulmonaire pour les bactériaux. Hein. Je ne parle pas de la viro. Et pour la bactério, ça nous a vraiment été utile. Donc maintenant, en fait, à chaque fois, on essaie de trouver l'endroit et les services de soins où c'est utile. La réanimation, c'est évident. En communautaire, aux urgences, sur des patients choisis, c'est évident. Donc, ce choix-là, pour moi, il n'est pas seulement un choix de biologiste, c'est un choix de cliniciens avec nous. C'est-à-dire qu'il faut les impliquer. C'est eux qui demandent, et nous, on demande de temps en temps, et on leur téléphone, on leur dit, est-ce que tu penses que dans ce cas-là, tu aurais besoin d'un panel syndromique? Parce que ça, je parle pour le pulmonaire, la méningite, le BCID, en fait, par exemple, si on garde les émocs, les recherches de Staph aureus par ces faits, les ERV, tout ça, ça se décide
pas seulement d'une manière unilatérale par le biologiste, ça se décide avec le clinicien et ça doit trouver encore un petit peu sa place. En tout cas, quand on a une émoc à Bémont, on est content d'avoir un BCID, surtout si c'est le week-end, samedi, dimanche, on le lance plus facilement. Maintenant, si le clinicien va changer son attitude en fonction de notre test syndromique, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lancer un test syndromique à 4 h de l'après-midi où il n'y aura personne dans le résultat. Il faut toujours se poser la question, et c'est moi, enfin, comme ça, il faut les choses, c'est que qu'est-ce que va faire le clinicien quand je vais lui rendre mon test? Est-ce qu'il est là ou pas? Est-ce qu'il est capable de comprendre le test? Parce qu'il y a des cliniciens, en fait, qui connaissent en fait, les gènes de résistance déjà dans les tests, il y en a qui ne les connaissent pas. Donc, il faut, à mon avis aussi, discuter avec les équipes mobiles d'infectiologie qui connaissent bien. Et donc, tout ça, ça ne se fait pas tout seul et ça ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on va progressivement réussir à mieux placer ces tests. Donc ça, c'est pour les tests en cas d'urgence et de changement thérapeutique pour le patient. C'est-à-dire qu'on va choisir un traitement probabiliste. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand on va, par exemple, s'intéresser aux selles. On voit bien que les dépistages dans les selles sont intéressants parce qu'on récupère un campylobactère sur 2. Donc ça, c'est le Clostridium, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous permettre d'être placé avant la culture, pour s'intéresser à ceux qui sont finalement positifs en PCR et qui nous permettraient de réaliser un antibiogramme. Parce que là, on n'est pas dans quelque chose, on va faire mieux en fait avec un test de PCR, alors que quand on fait sur une recherche d'infection pulmonaire, sur une recherche de sepsis, on a des trous dans le panel, et donc on a des, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est pas couvert, donc on a un risque. On ne remplace pas la culture, on place bien le test. Par contre, quand on peut remplacer par une PCR, c'est qu'on fait mieux. Et on fait mieux sur le pulmonaire, enfin, sur les selles, et on fait mieux aussi sur les clam gono, par exemple. On va faire mieux. Hein. C'est pour ça le gonocoque, on cherche en PCR dans les dépistages. Quand le patient est symptomatique, on fait une culture parce qu'on veut un antibiogramme. Donc je pense qu'on n'est pas encore complètement bien ciblé là-dessus, mais nous, la tendance qu'on se précipite pas pour dire on va tout faire en moléculaire. Non, ouais. Il faut du temps encore. Bah, c'est effectivement hyper intéressant, ça met en exergue le fait qu'avec ces nouvelles techniques, c'est d'autant plus important d'avoir un dialogue clinico-biologique, notamment pour travailler sur la pertinence des actes, dire aux médecins, et d'ailleurs c'est en ville comme à l'hôpital, comment prescrire. Par exemple, en ville, si on ne demande pas le Mycoplasma genitalium, comme on ne peut pas le rajouter à la nomenclature sur le panel IST classique clam-gono, eh bien, ils ne l'auront pas alors que c'est la deuxième cause d'urétrite. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on apprenne aux médecins à prescrire ce qu'ils veulent en leur expliquant les différentes techniques et nous, de notre côté, choisir le bon panel pour le bon patient, d'où l'importance d'avoir aussi les renseignements cliniques qui nous permettront de dire, ben voilà, là il y a une diarrhée, on va chercher le Clostridium, s'il n'y a pas de diarrhée, on ne va pas nécessairement le chercher. Non, c'est effectivement, ça nous ouvre un champ important biologique. Et ça, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas bien. Ouais. Pardon. En fait, on se rend compte qu'il faut vraiment éduquer les cliniciens. Ils ne sont pas tous au même niveau d'expertise et clairement, il y en a qui veulent savoir, il y en a qui ne veulent pas savoir, il faut les éduquer. Pardon, excusez-moi. Pardon. J'ai une autre question. Alors, quel est le nombre minimum d'examens indiquant l'utilisation du VASP? Alors, pour un ensemenceur, pour moi, il n'y a pas vraiment de minimum parce que l'ensemenceur, il trouve sa place facilement. Une WASP Lab, c'est plus compliqué. Là, on est à 800 prélèvements jour, c'est bien parce qu'on est à l'aise. Ça a coupé combien de prélèvements jour parce qu'on compte les hémocultures qui sont chargées sur Virtuo. Il y en a 550 qui sont susceptibles d'être positifs. Donc, ça veut dire que quand je vous ai montré les schémas, on a 150 urines, par exemple. Parmi eux, il y en a 25% qui peuvent être positifs. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de charger la WASP pour faire en fait ce qu'on ne fait pas habituellement. En fait, je trouve que c'est intéressant de charger une WASP avec ce qui va plutôt être négatif ou ce qui est couplé à de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, on a un jet d'intelligence artificielle sur les urines et les BMR. Ça va nous permettre en un clic de rendre 100, 200, 300 urines négatives. Donc, pour moi, ça, c'est du gain. Les BMR, c'est pareil.
Bon, je pense qu'on va monter en automatisation sur les KT qui sont toujours négatifs, sur les liquides qui sont toujours négatifs. Donc ça fait gagner du temps parce qu'on ne cherche pas les voies dans les études. Par contre, là, par exemple, alors je sors un peu de la question, mais c'est les techniciens qui regardent la WASP, qui ressortent les boîtes, qui les donnent aux biologistes, parce que si tout le monde se met devant les écrans, on perd du temps. En fait, il faut faire attention à ne pas perdre de temps avec toutes ces techniques. En fait, il faut savoir structurer et voir comment on place la WASP. Donc, il y a une question de débit. Alors, je pense qu'en dessous de 400 prélèvements, c'est compliqué. 350, 400, ça va. 800, c'est bien, prélèvement jour, qu'ils soient positifs ou négatifs, on compte les émois qu'avec. Mais quand on va trop loin, c'est compliqué. Ils ont 5000 prélèvements jour à Lyon. 5000 prélèvements jour, c'est compliqué parce que derrière, on a une tendance à vouloir travailler vraiment en prélèvement et on perd l'expertise et le dialogue clinico-biologiste, je crois. Donc pour moi, 1510, 2010, c'est bien, avec la structure que j'ai montrée. Le minimum, pour moi, un automate d'ensemencement, c'est intéressant, même dans les petites structures, en dessous de 200, de 350. Mais juste l'automate pour ensemencer, en fait. Parce que là, on gagne en capacité. Mais par contre, il faut le personnel, et c'est là où on perd le personnel qui va être capable de le connecter et ça demande du temps hein, de paramétrer toutes les connexions et les boîtes et tout ça. Donc il faut mettre cette balance en mémoire. Je pense que les toutes petites structures, ça va être compliqué de paramétrer en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais le curseur, il est oui. Voilà, il y a un certain. Non, mais c'est. Après, ça peut se couper en. C'est très clair. Je regarde juste si j'ai une autre question qui arrive parce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, pas donné la parole. En tout cas, votre exposé effectivement était très clair et comme je dis, c'est très rassurant de voir le positionnement qu'on peut avoir dans le système de santé. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de personnes qui ont entendu de faire ce travail-là, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Est-ce que j'ai encore une question? Eh bien, écoute. Ouais, alors, ce qui est important, c'est aussi que le métier, les techniciens deviennent des ingénieurs, les techniciens font du NGS. Le NGS, ça va être vraiment la démocratisation de l'antibiogramme moléculaire va arriver. C'est maintenant qu'il faut rester, en fait, hein, pour moi. C'est maintenant qu'il faut rester parce qu'on va avoir besoin de biologistes qui connaissent bien l'antibiogramme et on ne peut pas faire l'antibiogramme moléculaire si on ne connaît pas bien la phénotypie. Donc pour moi, tous ceux qui veulent passer chez nous pour se former en phénotype, génotype, je pense que c'est là où on doit aller dans le futur parce qu'il va y avoir vraiment un engouement pour le métier. Les infectiologues en sont persuadés. Hein, ils viennent se former chez nous, là, actuellement, les infectiologues aussi, parce qu'ils veulent comprendre, en fait, l'antibiogramme moléculaire. Et ça, il arrive, hein, l'antibiogramme moléculaire, dans 5 ans, il est là. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir des bonnes bases sur la bactério. Je parle de la bactério, hein, je suis désolée. Et donc, le métier va devenir vraiment passionnant pour moi. Alors, enfin, moi, je suis passionnée. Bah écoutez, c'est bon signe. Il faudrait qu'on organise d'autres webinaires sur ce type de sujet, et éventuellement qu'on les présente aussi aux étudiants en pharmacie et aux médecines pour essayer de rendre la spécialité plus attractive auprès d'eux, puisque je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement ce que c'est que la biologie médicale. Ce serait pas mal de rendre la spécialité un peu plus attractive. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Au plaisir de vous retrouver dans un autre webinaire. Donc, merci, professeur Berceau. Merci à vous ce webinaire. Mais merci beaucoup. Et puis, s'il y a des questions qui vous arrivent après, moi, je serais ravie de répondre. Et puis, normalement, vous allez avoir un petit film YouTube qui montre le laboratoire qu'on a construit. Donc, ceux qui sont participants, ils peuvent le regarder. C'est 2 minutes. Et il y a des témoignages de techniciens aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire maintenant.